Tiens, on va... Alors, à la fin de cette journée, je serai et aveugle et sourd. Je suis en plus. Oui, ils sont surtout diffusés, comme je vous disais, pour le web. Allô, allô. De retour dans le salon Infini pour parler technologie et partenariat pour un monde plus circulaire. À mes côtés, Armand Ajdari, CTO de Arkema. Bonjour Armand. Bonjour. Karine Loyen, directrice R&D polyamide et de spécialité chez Arkema. Bonjour Karine. Bonjour. Et on a quelqu'un qui n'est pas de chez Arkema. Oh, qu'est-ce que vous faites? Mais non, Erwan Faucher, vous êtes directeur R&D du groupe Beneteau et on va expliquer en quoi le partenariat est excessivement important entre Beneteau et Arkema. Première question pour vous Armand, présentez-nous ce groupe que tout le monde connaît peut-être à travers le nom du stade du Hack ou pour les Normands parce que voilà, Arkema c'est lié à notre histoire industrielle. Présentez-nous donc ce groupe qui va des matériaux haute performance au col pour le bâtiment et l'automobile, sans oublier les émulsions et les résines photoréticulables. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Arkema, un leader mondial des matériaux de spécialité. Et ce qu'on fait pratiquement, c'est qu'on fabrique des matériaux. On fabrique aussi des additifs qui permettent d'améliorer les matériaux. On fait des solutions pour revêtir et protéger ces matériaux. Et enfin, on développe des adhésifs qui permettent de les assembler pour faire des produits. On fait ça sur beaucoup de marchés comme l'électronique, la mobilité, l'énergie, l'industrie, le sport, et vous en verrez quelques exemples aujourd'hui. Et la stratégie qu'on a, c'est vraiment de rechercher, par l'innovation technologique, mais aussi de partenariat, comme on en parlera, à développer des solutions qui répondent aux besoins de nos clients par de la haute performance et des performances en termes de développement durable, ce qui sont ce que nos clients et nos marchés nous demandent aujourd'hui. Vous marchez sur deux jambes, le développement technique et aussi le développement lié à des questions de RSE, c'est bien ça? Alors c'est bien ça, c'est la stratégie du groupe. Ce qu'on appelle tagline du groupe, c'est des matériaux innovants pour un monde durable. Et donc c'est vraiment la stratégie qui correspond à une demande de la société et de nos marchés, d'utiliser la combinaison de technologies qui est unique de ce point de vue-là, celle que propose Arkema et que je vous ai mentionnée, pour répondre aux besoins de nos clients. Et donc notre stratégie de développement est directement liée avec notre stratégie RSE. Notre feuille de route RSE, elle a trois piliers. Un pilier sociétal qui est le développement et le bien-être de nos communautés, de nos parties prenantes, dont nos employés. Le deuxième pilier, c'est notre contribution par un plan climat à la limitation des émissions, par la réduction de nos propres émissions. Donc on a pris des engagements très forts de réduction de à peu près de moitié pour 2030 et d'un objectif net zéro à 2050. Et troisième pilier essentiel, c'est que nos solutions permettent l'éclosion d'un monde plus durable. D'un monde plus durable, et ça m'amène à vous poser cette question sur les solutions de développement d'Arkema pour une économie circulaire. Et ça, c'est votre objectif, une stratégie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors là, dans le large champ des dimensions qui contribuent à un développement durable, la circularité en est un qui a vocation à amener une sobriété sur la consommation d'énergie, mais surtout sur la gestion des ressources. Et de ce point de vue-là, ce que fait Arkema, c'est que d'une part, on développe nos propres matériaux, des matériaux qui soient designés pour être recyclables, en plus d'amener la performance, mais également avec nos additifs, nos adhésifs et nos solutions de revêtement, quelque chose qui permette à nos clients de pouvoir recycler plus facilement leurs propres produits. Et donc ces deux axes, et aujourd'hui on verra en particulier sur le premier axe comment nos matériaux permettent des solutions nouvelles qui n'existent pas et qui sont alignées avec le développement durable. Je vais même pousser, c'est pas nouveau, c'est révolutionnaire, parce que ça change notre mode de consommation, et même au niveau financier. Enfin, on va l'aborder avec Karine Loyen, à qui je vais donner la parole, puisque la situation environnementale entraîne à la fois des défis fantastiques et des opportunités. Et là, vous avez saisi cette opportunité passionnante pour la R&D, mais aussi pour la mise en œuvre de partenariats. Est-ce que vous pourriez nous
nous expliquer pourquoi on a quelqu'un de chez Beneteau ici, en fait. Et pas uniquement. Oui, voilà. Parce que vous avez une chaussure et une basket sur les... Oui, voilà, on va assez rapidement arriver à l'histoire de cette chaussure. Donc bonjour à tous et à tous. Effectivement, comme le disait Armand, notre rôle, notre force, c'est d'amener à nos clients des solutions de performance. Et en plus de donc, ce qu'on appelle performant, c'est des matériaux. Donc, les polyamides sont un des exemples de ces matériaux de haute performance qui résistent dans le temps, donc déjà qui résistent aussi dans des environnements qui peuvent être agressifs. Ça peut être de l'huile, ça peut être des essences. Pour la pratique du sport, notre sueur, c'est un matériel agressif. Les crèmes aussi. Donc la première chose qu'apportent nos matériaux, c'est des matériaux qui vont durer. Donc ça, c'est extrêmement important déjà pour l'empreinte carbone. Et en plus, ils ont une empreinte carbone faible. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils sont bioressourcés. Et notre matière phare dans ce domaine, c'est le rilsan. Alors, il est surtout connu du B2B. C'est un polyamide 11 qui est fait à 100% à partir de l'huile de ricin. Ça, c'est une filière qu'a développée Arkema. C'est unique chez Arkema. À partir de l'huile de ricin, on fabrique le monomère, la première brique, puis le polymère. Et ce rilsan, en fait, il est à l'origine de cette chaussure. Est-ce que vous pourriez rappeler aux novices, enfin à ceux qui ne sont pas connaisseurs, où est-ce qu'on peut trouver cette huile de ricin ? Donc c'est un produit naturel, peut-être, et nous expliquer aussi en quoi Arkema est quand même, je dirais, précurseur, et si ce n'est le leader. Et il y a même, je ne dis pas de bêtises, vous êtes même les seuls à travailler ces matières. Oui. Du coup, donc l'huile de ricin, le ricin aujourd'hui est cultivé principalement en Inde. Donc et à partir de ce ricin, on a développé, alors c'est pas nouveau, ça fait 70 ans en fait qu'Arkema a développé cette filière complète de l'huile de ricin au monomère et au polymère. Et là, il y a 70 ans, c'était pas tellement le développement durable, le driver, c'était vraiment la performance du matériau, et c'est pour ça que ce matériau a survécu. Et la deuxième chose importante, c'est son impact environnemental. Aujourd'hui, si on compare l'empreinte carbone de ce polymère par rapport à son homologue pétro-sourcé, parce qu'il existe, on a une empreinte carbone 75% plus bas. Et ça, un matériau de performance avec une empreinte carbone 75% plus bas, c'est un super atout que l'on apporte à nos clients, parce que comme nous, comme toutes les entreprises, on a des roadmaps de diminution de l'empreinte carbone. Des objectifs, oui. Des objectifs de diminution de l'empreinte carbone, pardon. Et rien que de choisir ce matériau, ça leur permet déjà d'atteindre de répondre à leurs objectif. objectifs. Donc, si je comprends bien et si je résume bien, c'est un matériau résistant, excessivement écologique, pour résumer. Oui. Et puis en plus de ça, surtout extrêmement recyclable. Mais ça va m'amener à revenir avec vous, Armand, sur la question de recycler. Est-ce que c'est facile ? Mais puisque on est tous les deux normands, donc on se comprend. Expliquez-nous en quoi aujourd'hui c'est essentiel quand on est une entreprise, je ne sais pas, qui travaille dans le textile. Là, on est dans une entreprise qui travaille dans le sport. C'est essentiel aujourd'hui de travailler avec Arkema. Pourquoi ils sont venus nous voir ? D'abord parce que c'est la société On Running qui a vraiment été aimantée, on va dire, par cette histoire du polymère, le polyamide 11. Le rilsan fait à partir d'huile de ricin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a, en tant qu'Arkema, on a développé un programme qu'on appelle le programme Pragati, qui accompagne en fait les agriculteurs qui sont en Inde, qui cultivent le ricin. C'est une plante qui est assez magique parce que naturellement, elle pousse sur des sols arides. Elle est très peu consommatrice d'eau. Mais ce qui a été important pour nous, pour Arkema, c'est de consolider cette filière, de garder absolument ces conditions de culture, même si les besoins en huile de ricin augmentent. Et ça, on est extrêmement fiers parce que ça a commencé en 2016. Et donc maintenant, ça fait déjà 5 ans, le programme continue et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent participer à ce programme. Les rendements, les améliorations de rendement, on a pu mesurer, c'est 35%, donc c'est extrêmement important pour eux parce que ça consolide en fait leurs exploitations et ça les conforte en fait dans leur avenir aussi. Donc cette histoire, elle a aussi vraiment attiré On Running. Et le challenge qu'ils nous ont donné, c'est d'accord, votre polymère, il est bioressourcé. Ça, c'est déjà bien. Il a un impact carbone très bien. Mais nous, notre problème,
c'est que la chaussure, une fois qu'elle est utilisée, on la met à la poubelle. Et c'est ça qui est Le plus micro, gênant. Karine, parce qu'on nous suit sur les réseaux et on a besoin de vous entendre. Donc, ce qui est important, c'est qu'il est biosourcé, donc il y a un aspect social dans le RSE, et ça, c'est extrêmement équitable, puisque là aussi, vous travaillez avec des agriculteurs. Voilà. Et puis, il y a cet aspect aussi du recyclage, mais ça va toucher à l'aspect financier et circuit. Mais vous avez été trop vite. Vous m'avez pas laissé le temps. Mais oui, mais je vous interroge. Mais c'est normal, je suis passionné. Arkema, c'est une fierté chez nous en Normandie, pas uniquement française, et à travers le monde entier. On va parler de projets en Asie. Mais j'aimerais revenir à une question avant de vous redonner la parole, Karine. Je ne vous oublie pas, Beneteau. J'ai travaillé chez Voiles et Voiliers. J'aime la voile. On va parler de vous. Mais voilà, il faut avant tout qu'on peigne un peu le décor. C'est pas facile de recycler. Vous avez été précurseur. Aujourd'hui, tout le monde vous suit. Oui, c'est devenu pas à la mode, c'est devenu une nécessité. Et vous, ça a toujours été dans le génome de l'entreprise. Ce qui a toujours été dans le génome de l'entreprise, c'est de prendre en compte ces dimensions de développement durable. Après, spécifiquement sur l'économie circulaire, une des contraintes, c'est que mettre en place effectivement l'économie circulaire, ça demande le développement de solutions techniques pour donner des capacités. C'est ce qu'on a fait sur notre partie là-dessus. Mais ça demande, pour que le cercle soit refermé, pour que la boucle tourne effectivement, même si le but c'est d'abord que les choses soient durables pour qu'elles tournent le moins souvent possible, mais efficacement, c'est qu'il faut revoir toute la chaîne de valeur. On rajoute des étapes qui sont, c'est le problème que Karine vient de mentionner, la collecte, le tri, comment ça se passe à la fin. On doit rajouter des acteurs parce que il y a de nouvelles parties prenantes qui doivent s'insérer. Et donc tout ça, ça veut dire que ce n'est pas que de l'innovation technologique, mais c'est de l'innovation à plusieurs qui forcément organisationnelle remet en cause les business models. Et c'est une telle transformation qu'elle nécessite de prendre en compte, pour avoir une chance d'aboutir, de prendre en compte les attentes, les contraintes et les désirs à venir des différentes parties prenantes. De l'ensemble. Et c'est en ce sens que, et c'est le thème de cette conférence, il faut du développement technologique, mais sans partenariat, sans vision collective, donc c'est du partenariat dans le temps, on n'y arrive pas. C'est un problème excessivement difficile, mais c'est un problème qui, de toute façon, est devant nous, est suffisamment important pour que, de toute façon, on s'y adresse, et qui, pour nous, en tant qu'Arkema, est complètement aligné avec notre stratégie. Et comme je l'ai dit, on a une palette de technologies fantastiques. Le Rilsin, il était chez nous depuis 70 ans, il est né chez nous. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre au service de nos clients et de nos marchés. Créer cette boucle, excessivement important, donc ça amène à la création de nouveaux métiers, je dirais, puisqu'il faut la collecte, il faut aussi le recyclage. Parlez-nous, donc, revenez sur cette chaussure qui, si je ne m'abuse, elle est éternelle ? Oui, elle est éternelle et on ne la possède pas. Donc, on va dire, étonnant, vous vous rendez compte, vous n'achetez pas la chaussure, c'est comme une voiture en leasing quasiment. Exactement. Donc le premier défi en fait, qu'on a réglé avec les équipes de chercheurs, c'est que dans une chaussure normale de course, la mousse, donc qui représente la plus grosse partie, là, en fait, elle n'est pas recyclable. C'est une matière qui est recyclée, qui est réticulée. Et c'est un terme, le jargon technique, mais ça veut dire qu'on ne peut pas le refondre. Et donc, le premier défi, ça a été de construire une mousse qui puisse être refondue en un matériau qui puisse être réutilisé dans une chaussure de performance. Parce que ce que voulait On Running, c'est pas une chaussure juste pour mettre au pied et mettre le dimanche. C'est une chaussure pour courir et pour améliorer son temps, améliorer ses performances. Donc, la première étape, ça a été pour nos chercheurs de faire cette nouvelle mousse de Pebax qui apporte la performance, c'est-à-dire qu'elle est légère. C'est 20% plus léger que la plupart des matériaux qui sont utilisés dans le sport. Ça, c'est déjà un exploit. Elle rend aussi l'énergie. C'est un retour en énergie, on dit, de 65%. Donc, ça booste les performances. Donc ça, c'était un must-have. Et donc on a petit à petit franchi les jalons. Et on a franchi ces jalons en fait pour chaque partie de la chaussure, parce que le but à la fin, c'est d'avoir que des matériaux compatibles entre eux, qu'on puisse mettre la chaussure dans le broyeur, la fondre et ressortir un nouveau produit qu'on est capable de réutiliser directement dans la chaussure et qui reste une chaussure de performance. Donc, et ça, c'est vraiment le défi que nous en avons posé, l'entreprise suisse On Running, pour concevoir Cyclone, donc c'est le nom de cette basket. Vous l'avez portée, elle est agréable ? Oui, très agréable. Donc, que ce soit pour les solutions d'additifs,
d'adhésifs, de revêtements, tout est pensé pour que ça soit recyclable ou en tous les cas réticulable, comme vous l'indiquiez il y a quelques instants. Ouais, pour la mousse. Justement, le contraire en fait, qu'on puisse le fondre, c'est ça. Je disais, en le disant, je me suis dit. Mais je reviens sur l'aspect d'organisation. Oui. Excessivement important de créer les moyens de refermer le cercle. Est-ce que vous pouvez, pour rebondir sur ce que disait Armand il y a quelques instants, sur la nécessité de travailler vraiment en partenariat, et ça va m'amener ensuite à venir vers vous, Monsieur Foch. Effectivement, nous, on a relevé le défi technique, on peut dire, et après, le plus gros défi pour le recyclage post-consumer, ce que l'on dit, c'est que le plus difficile, en fait, c'est de persuader le consommateur de rendre le produit, de le ramener. Et c'est là qu'Onrunning a eu cette innovation au niveau du modèle économique qui est extrêmement puissante. C'est que, en fait, cette chaussure, on ne l'achète pas, on prend un abonnement. Et on l'a en leasing, effectivement, on reçoit une chaussure et on achète le droit de l'utiliser. On n'achète plus la chaussure, c'est l'usage que l'on achète. Quand elle est usée, on la renvoie et on reçoit une chaussure nouvelle. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un modèle d'économie circulaire. Et sur le plan technique, ça nous permet de récupérer les chaussures. Et avec notre société, donc notre filiale que l'on a achetée en Italie, Agiplast, on est en mesure de régénérer vraiment la chaussure, récupérer un matériau à la fin de performance et refabriquer de nouvelles chaussures avec ce matériau. 100% recyclable, entièrement fabriqué à partir de polyamide 11, matériaux biosourcés de haute performance. Voilà, vous êtes fiers de travailler sur ce produit. Je pense que véritablement, ça doit amener au niveau de... Oui, je peux vous dire que oui, moi je suis fière, mais c'est surtout toutes les équipes qui ont travaillé. Et ça, le défi, alors maintenant on est au bout et on l'a atteint, donc on est extrêmement fiers. Et au début, c'était loin d'être joué d'avance, on va dire. Et c'est vraiment, on a engagé nos deux sociétés qui ont vraiment une ADN tournée vers la performance dans le sport. Oui, parce que... alors, je vais vous demander d'applaudir Arkema dans quelques instants, parce que vous avez ici des champions olympiques. Quasiment 90% des chaussures d'athlètes au JO sont des chaussures fabriquées avec des composants Arkema. On peut les applaudir, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de médailles d'or aux Jeux Olympiques ou au dernier championnat du monde d'athlétisme. Mais ici, Arkema, ils ont récolté 90%, c'est ça quasiment. Enfin, oui, vous êtes humble, vous n'allez pas le dire. Bon, passons. En tous les cas, je vous laisse. Je reviens avec vous sur l'ensemble du recyclage chez Arkema. Armand, je vous oublie pas, mais j'ai envie de... Ne vous inquiétez pas. Mais je veux vraiment peindre, parce que le recyclage, fermer le cercle, le circulaire, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit, je vous dis, dans les gènes d'Arkema. Donc, parce que je voudrais ouvrir un peu, c'est pas uniquement, c'est aussi des batteries, les plastiques, les emballages, les éoliennes et des partenariats technologiques comme avec le groupe Beneteau. Oui, comme je disais, en fait, vous avez un petit visuel qui montre certaines images. On intervient dans de nombreux marchés. Je citerai, parce qu'on ne reviendra sans doute pas dessus, les emballages alimentaires. Vous n'êtes pas sans savoir que la demande de recyclage crée une transformation rapide qui est imposée par la réglementation et qui change tout ce monde, qui fait qu'on passait d'emballage. Le premier but de l'emballage, c'est de permettre à la nourriture d'être gardée plus longtemps, donc d'éviter de gaspiller. Après, il faut un arbitrage juste dans la quantité d'emballage qu'on met, mais qui fait passer les emballages de systèmes qui étaient dits multimatériaux pour être très performants à devoir être quasiment monomatériaux pour pouvoir être facilement recyclés. Donc si vous prenez un emballage plastique transparent, vous devez quand même pouvoir coller, assembler des choses pour réaliser la fonction d'emballage. Et néanmoins, vous voulez à la sortie, quand vous recyclez, que sans trop d'énergie, sans trop de complexité, vous puissiez récupérer ça et refaire quelque chose de transparent. Et donc pour ça, par exemple, c'est un champ de développement sur lequel on propose d'écoles des adhésifs qui sont que 1% ou 2% de l'emballage total, mais qui doivent être compatibles avec l'environnement polyéthylène ou polypropylène monomatériaux. C'est juste une illustration qui est que dans beaucoup de cas, on apporte, j'allais dire, le perlimpinpin technologique qui est essentiel pour que le recyclage ne coûte pas beaucoup en énergie, en euros et en émissions carbone. Donc ça, on a beaucoup de marchés sur lesquels on intervient, le papier, la batterie, l'emballage, comme je disais. Et puis on a des systèmes où on travaille vraiment sur le cœur du matériau. On a mentionné le polyamide. Et le deuxième champ de matériaux qu'on pousse, c'est une résine qu'on appelle hélium et qu'on essaye d'appliquer en particulier au monde des composites. Les composites, c'est quelque chose qui est dans l'automobile, qui sert à faire les pales d'éoliennes, à faire des réservoirs pour hydrogène, beaucoup d'autres choses, dont des bateaux. Et pour l'instant, les composites, parce qu'ils sont, comme le disait Karine, réticulés, à la fin de vie d'un composite, en gros, vous ne pouvez rien en faire.
Et donc toutes les pales d'éoliennes qui sont installées aujourd'hui sur la planète, à la fin de vie, elles sont enfouies. C'est pas très sympathique. On a une économie de l'hydrogène qui se développe, les réservoirs en hydrogène qui devront être en composite pour résister aux fortes pressions qui sont nécessaires. Si on ne met pas de solution, à la fin de leur vie, vous avez du super matériau, de la résine de haute valeur, des fibres de carbone de haute valeur dedans, et vous allez les enfouir ou bien vous en servir pour faire du ballast de route, ce qui n'est pas de l'économie circulaire, tellement on dégrade le matériau par rapport à ses possibilités. Donc, on fait appel à vous, Arkema, et vous trouvez les solutions. Ça a été le cas, et c'est comme ça qu'est né ce partenariat avec Beneteau. Oui, c'est exactement ça. En fait, on s'est lancé, ça fait maintenant 3-4 ans, avec Arkema, pour trouver une solution alternative au composite. Le composite, c'est un matériau assez fantastique, parce qu'on est sur un matériau qui a des super propriétés mécaniques, qui économiquement parlant est viable, et qui a une bonne durée de temps, en tout cas pour nos applications. En revanche, la partie recyclabilité, l'économie circulaire, on n'y est pas du tout. Donc nous, on utilise du polyester et des fibres de verre. Et donc, on en parlera tout à l'heure sur la filière de déconstruction, mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la valorisation énergétique sur la résine polyester, et la partie fibre de verre est en effet enfouie. Alors juste pour donner quelques petits détails sur le groupe Beneteau, nous on fait des bateaux, pour vraiment redonner le contexte à tout le monde, on fait des bateaux qui font 4 mètres à 25 mètres. On fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires, on a à peu près 8000 collaborateurs. On a depuis peu, avec Arkema, lancé ces nouvelles séries de bateaux avec une forte recyclabilité. Voilà. Des bateaux qu'on a vus récemment, mais parlez-nous un peu de la politique RSE du groupe Beneteau, puisque c'est près de 10 ans d'investissement, que ce soit sur la durabilité des matériaux et puis bien sûr la politique RSE. Est-ce que vous pourriez nous dépeindre comme ça l'univers Beneteau? Il y a aussi, comme Arkema, et c'est en cela que vous êtes retrouvés, il y a une même vision. C'est exactement ça. Ce qu'a expliqué tout à l'heure sur les piliers Armand du côté d'Arkema, c'est très semblable au sein de Beneteau. On a 3 piliers. Donc on va avoir les équipages engagés, on reviendra dessus. On va avoir la croissance éthique et puis la notion d'océan préservé, où là on va être sur l'éco-conception de nos bateaux. Donc la RSE, comme tout grand groupe, est essentielle pour construire le modèle de demain. Mais elle l'est d'autant plus sur nos bateaux, parce qu'en fait, ce qu'on propose à notre client, c'est quand même de se rapprocher de la nature. Donc si on fait un produit qui vient la dégrader, on est indirectement en train de créer un cercle qui n'est absolument pas vertueux. Donc on a cette notion de devoir être de plus en plus en adéquation avec le monde dans lequel on vit et de continuer à proposer du rêve à nos clients. Du rêve, mais il y a aussi des contingences réglementaires. France 2050, 2030, il y a aussi maintenant des réglementations qui nous invitent à agir. Vous avez fait le choix d'agir. Est-ce qu'on peut venir vraiment sur l'aspect pratico-pratique? Vous avez maintenant, si je comprends bien, des bateaux avec des coques réutilisables, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc on a fonctionné en 3 étapes avec Arkema. Quand on est venu solliciter Arkema, il fallait déjà 3 piliers pour pouvoir vraiment se lancer dans cette nouvelle histoire. Il faut qu'on ait une maturité technologique. Donc Arkema était arrivé à ce niveau-là, au niveau de l'hélium. Il faut une désirabilité du client et il faut un modèle économique. Et ça, c'est ça les clés essentielles pour pouvoir lancer une innovation, que ce soit dans le bateau ou autre. Le fameux cercle. Exactement. Donc ça fait 3 ans, on avait ce contexte qui était extrêmement favorable. Et la façon dont on a fonctionné, c'est vraiment de se dire qu'on allait monter crescendo sur ce projet avec une première cible qui était de sortir un bateau pour 2022, donc au Salon Nautique, qui était le First 44, pour montrer au marché la faisabilité de la solution. C'est possible. Voilà, exactement. Donc c'était en 2022, donc on a fait un bateau de 44 pieds. Alors 44 pieds, vous divisez par 3, vous avez à peu près la longueur du bateau, en mètres. Et donc ensuite, ce qu'on a fait, la deuxième étape, c'était de vraiment montrer qu'on était capable de monter en série. Donc on a fait une petite série avec des bateaux, des mini, donc des bateaux de 6,50 mètres. Et ensuite, en 2023, là, on s'est lancé sur la réalisation de la première série au monde de bateaux de compétition, donc des bateaux qui sont des 30 pieds, oui, qui sont positionnés entre le 6,50 m et le classe 40, qui sont très connus, et pour montrer à tout le monde la robustesse de cette technologie. C'est-à-dire le fait de venir avec cette solution dans le monde de la course va démontrer la maturité de cette technologie, la capacité à pouvoir la déployer à d'autres usages. Là aussi, je ne peux pas me départir de ma carte de presse. Ça coûte plus cher, non? Ça doit être problématique. Bien sûr, mais comme toute innovation, déjà l'éco-conception dans un sens général, il faut être très clair, ça coûte plus cher parce qu'on a un niveau de maturité qui n'est pas forcément identique à la pétrochimie. Ça, c'est le premier point. Donc il va falloir avoir une notion de massification pour pouvoir réduire les coûts. Mais si on ne se lance pas pour une raison purement économique, on est en train de se fourvoyer.
Donc l'idée, c'est qu'il faut absolument mettre le premier pied dans nos usages, et voilà, le reste va suivre. Ça coûte plus cher, mais la coque, elle est un peu comme ses chaussures, elle est éternelle. La coque, elle est... Alors, juste pour bien comprendre, un bateau, en moyenne, a une durée de vie d'environ 40 ans. Et souvent, les bateaux qui sont déconstruits sont surtout des petits bateaux. Donc les gros bateaux, on arrive toujours à réussir à les valoriser. On a toujours quelqu'un qui souhaite les posséder. Donc 40 ans, c'est déjà pas mal. Ça va nous permettre de construire aussi tout le modèle économique associé. Et donc là, l'avantage, moi, pour donner l'image à tout le monde, je compare le polyester à un œuf et hélium à du chocolat. C'est-à-dire que quand on prend du polyester, je le chauffe comme l'œuf, ça va devenir, voilà, je vais réussir à le solidifier. Maintenant, je le refroidis. Si j'essaie de le réchauffer, j'ai un œuf, je ne le change pas. Avec du chocolat, la différence, c'est que je le monte en température, je le fonds, je le refroidis, il devient solide, je le remonte en température, il fond. Et c'est ça le vrai succès d'hélium, c'est avoir cette capacité à pouvoir le remettre en forme. Et donc, en effet, de pouvoir refaire un bateau demain avec la même matière. Dernière question sur ce projet, avant de revenir sur le fond et le partenariat qui s'est noué avec Arkema, mais vous êtes également sensible à la question du recyclage, puisque vous êtes le président de l'APER. Vous allez nous expliquer en quoi vous œuvrez dans le monde de la mer. Moi, je le sais, mais en quoi c'est essentiel aujourd'hui de penser à cette notion de circularité, même dans le monde du nautisme. Bon, je pense que vous avez tous vu dans un port au moins une épave dans votre vie, je pense. Malheureusement. C'est pas une super image. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est la seule au monde à avoir une filière de déconstruction. Alors, on ne le dit pas assez souvent, et donc qui s'appelle l'APER, qui est en charge de la déconstruction. Donc, quand on est émetteur sur le marché, on paye une éco-contribution. Et cette éco-contribution vient dans cette association qui gère la déconstruction des bateaux en fin de vie. Donc aujourd'hui, on déconstruit 3000 bateaux par an grâce à cette association. Donc on a des constructeurs qui sont l'Apaprec, Guyon Environnement, qui déconstruisent les bateaux, ce qui permet de valoriser d'ores et déjà aujourd'hui 70% de la matière qui est utilisée sur les bateaux. Donc c'est une énorme différence entre la France et les autres pays du reste du monde. Donc j'ai la chance d'en être le président. Pourquoi ? Parce que on cherche toujours à avoir un président qui est l'un des émetteurs sur le marché. C'est le meilleur moyen de s'approprier l'histoire quand même. Et avec ce qu'on souhaite faire chez Beneteau, ça nous semblait évident de participer à cette histoire. Donc on peut venir bientôt chez Beneteau et puis acheter un bateau, un classe 40. Non, alors le Sunfast 30OD a été baptisé au Grand Pavois, à La Rochelle, donc début septembre. Donc là, on peut en acquérir un. Allez-y. Et l'objectif, c'est bien sûr de continuer à déployer avec Arkema cette matière sur d'autres bateaux qui seront en dehors de la course au large, pour amener au plus près de tous nos clients cette nouvelle matière et cette nouvelle façon de fonctionner. Je vous retrouve au Havre pour la Transat. Go. Avec plaisir. Karine Loyen, je vous redonne la parole parce que vous avez cette chaussure un peu qui... J'ai l'impression qu'elle vous gêne. Je vais vous la... Non, j'aimerais la toucher, moi, véritablement. Elle est très légère, véritablement. Oui, c'est vraiment... Mais c'est pas le seul partenariat que vous avez noué. Vous œuvrez avec d'autres matériaux, des textiles, pardon. Est-ce que vous pouvez des brosses à cheveux c'est toute entreprise aujourd'hui peut venir à votre rencontre chez Arkema et peut nouer un partenariat pour répondre aux objectifs de RSE qui sont prégnants et essentiels dans notre avenir. Oui, quelque part, ce que l'on cherche, c'est... On a construit cette première boucle, et ce que l'on cherche, ce que l'on offre, la particularité que l'on offre à nos clients, c'est d'offrir la possibilité de construire cette boucle adaptée à leurs produits. Donc oui, comme vous l'avez dit, on a établi un autre partenariat avec Tangle Teezer, donc c'est un fabricant de brosses à cheveux. Ils avaient des matériaux, ils combinaient dans leur brosse différents matériaux et ils aboutissaient à quelque chose qui n'était pas recyclable. On les a aidés à sélectionner dans nos matériaux ceux qui correspondaient à leurs attentes. Donc le Ril 100 pour la résistance et le Pebax qui est lui plus élastomérique. Ces deux matériaux sont compatibles. Et là encore, pareil, la brosse à la fin quand le consommateur n'en veut plus, il la renvoie à un Tangle Teezer qui nous les envoie. Et à partir de là, dans notre filiale Agiplas, qui a développé vraiment l'expertise pour collecter, trier et assembler en fait les différents matériaux et en ressortir un matériau de performance.
Aujourd'hui, donc ça c'était un exemple, on développe aussi en ce moment, vous avez raison, le même style c'est le même concept en fait, une fois qu'on l'a découvert, qu'on le maîtrise de mieux en mieux, on le décline sur tous les marchés possibles. Le principe, c'est de construire un objet de performance que l'on appelle monomatériaux, donc qui est fait à partir de matières toutes compatibles entre elles, qu'on va pouvoir refondre, comme le chocolat, comme le gâteau, on peut dire, refondre et sortir un matériau de performance. C'est absolument pas de l'utiliser dans une application dans laquelle on ne se servira pas de la performance. Et tout ça grâce à cela. Voilà. Incroyable. Du coup, ça répond aussi à la rarification des ressources. Et du rouge à lèvres, enfin énormément de produits. La gamme est immense. Mesdames, si vous le souhaitez, rapprochez-vous. Armand pourra peut-être vous aiguiller sur un bon rouge à lèvres et en tous les cas éco-responsable. Venons-en à cette question, Armand, de fermer le cercle. Il faut créer des filières de A à Z. Est-ce que la France, est-ce que les pouvoirs publics vous y aident? Ah oui, oui. Comme déjà les deux exemples précédents l'ont montré, en fait, il n'y a pas un schéma global qui va s'appliquer partout. Je réponds un petit peu de façon... il ne veut pas nous donner. Non, mais j'aime beaucoup cette chaussure. C'est aussi tous les gens qui y ont touché, oui, j'ai vraiment on en parlait, ils sont attachés. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que vous avez des exemples, je vous ai mentionné l'emballage alimentaire ou des chaussures de sport. Le cycle de retour de vie du produit pour des chaussures de haute performance comme ça, on parle en termes de mois. Vous avez des objets comme les bateaux, les pales d'éoliennes, on parle 40 ans. Donc on voit qu'en termes de rythme de changement, donc capacité d'incitation des réglementations, mais aussi de mise en place des filières à l'échelle, c'est complètement différent. Donc c'est un peu ce qu'évoquait Erwan tout à l'heure, et on a la même discussion avec nos partenaires qui fabriquent des pales d'éoliennes, c'est qu'on veut amorcer la pompe, mettre sur le marché des objets qui ont la potentialité d'être recyclés en fin de vie, pour garantir ça pour le futur et pas continuer à accumuler sans attendre que la filière elle-même soit à l'échelle de ce qu'est le problème. C'est une quantité de matériaux gigantesque, tous les éoliennes qu'on installe chaque année. Mais pour l'instant, les matériaux anciens ne se prêtent pas à ce recyclage, et donc on va créer peu à peu le stock sur lequel il va falloir faire monter la filière. Et ça c'est un vrai challenge de transformation, ce qui fait qu'il faut savoir que ça prendra du temps. Amorcer la pompe. Amorcer la pompe et identifier des façons intelligentes d'apprendre en faisant. Et par exemple, sur cet exemple, une des choses qui est une des propositions de valeur d'un produit comme Hélium, c'est que quand vous produisez, vous avez toujours un certain nombre de matériaux, des chutes de production, donc une inefficacité matériaux. Et donc un premier gisement, c'est déjà les chutes de production. Et de commencer à recycler ça, ce qui apporte de la valeur économiquement, ce qui permet de démontrer au marché que le recyclage il peut être fait à haut niveau et pas en dégradant, et d'apprendre techniquement pour préparer l'avènement de la filière. Mais de ce point de vue-là, la situation est complètement différente sur les marchés que je viens de vous mentionner, et par exemple l'emballage alimentaire, sur laquelle les réglementations elles vont taper en 2025, elles vont arriver à rythme rapide. Donc là, les investissements de la filière, ils peuvent se faire tout de suite, et l'horizon temporel auquel ils vont se réaliser, et ils font sens économiquement, est beaucoup plus visible. Ils font sens économiquement, mais vous parlez d'investissement, mais moi j'ai envie de vous parler d'amortissement. Au niveau de la circularité, ça amène à changer complètement son business model. Je ne sais pas si Beneteau a abordé cette question-là. Alors bien évidemment, on regarde ces thématiques-là, mais surtout ce qu'on regarde aussi, c'est comment aider à développer cette filière. Donc on travaille notamment avec certaines startups qui commencent à émerger sur ces thématiques. On a notamment en tête Composite Recycling qu'on mentionnait juste avant avec Armand. L'idée de cette société, c'est d'être capable d'avoir des pyrolyseurs mobiles qui viennent dans des endroits, donc qui pourraient potentiellement aller dans les ports, prendre les bateaux et être capable justement de séparer la matière, enfin la résine, des fibres. Et là, ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on est capable de reprendre la résine et potentiellement d'en refaire un matériau, et de l'autre côté, de regarder comment recycler aussi potentiellement les fibres qui finissent enfouies, je le rappelle. Et là, c'est une acquisition, non, ce sont des partenariats que vous nouez avec... Non, c'est des partenariats qu'on fait avec ces startups. On les accompagne par différents moyens pour qu'on arrive justement à une échelle industrielle et qui soit pérennisable pour tout le monde. Oui, parce que... Il faut amener la filière. Oui, il y a quelquefois des acquisitions, Karine Loyen, l'acquisition d'Agiplast, qui contribue au développement durable. Et en quoi ça s'inscrit dans la stratégie d'Arkema, ce type d'acquisition ?
Comme on l'a expliqué tout à l'heure, une des forces de nos matériaux de performance d'aujourd'hui, c'est déjà qu'ils sont durables. Le deuxième point important, c'est qu'ils ont un impact carbone par eux-mêmes déjà très bas, du fait qu'ils sont bioressourcés et des conditions dans lesquelles on les fabrique. Et le recyclage, offrir un matériau recyclé, c'est, on va dire, l'extrême pour vraiment diminuer l'impact carbone. Quand on fait nos matériaux, quand on passe de l'huile de ricin au polymère, au ricin, on comprend bien que l'étape qui paraît la plus compliquée, c'est celle qui permet de passer de l'huile à la brique. Et c'est celle-ci qui reste la partie qui impacte le plus l'empreinte carbone. Oui. Et être capable de produire un matériau recyclé, ça nous permet du coup partir avec un impact très très bas. Donc cette expertise de collecter les produits, de les trier, de les assembler, c'est un peu comme du vin en fait. Si on veut construire un matériau de performance, donc on a transformé complètement notre recherche. En fait, on ne conçoit plus un nouveau produit à partir d'habitude, on combine des nouvelles matières premières. Là, on va combiner des nouveaux matériaux recyclés, mais toujours compatibles entre eux. C'est vraiment ça qui est à retenir, c'est que notre filière, issue de cette filière ricin, elle nous conduit à des matériaux tous compatibles. Et de cet assemblage, on sort des matériaux qui sont de nouveau performants parce qu'ils sont compatibles entre eux. Et la société que nous avons achetée, Agiplas, qui est en Italie, son savoir-faire, c'est vraiment ça. Elle avait déjà un savoir-faire, ce type de savoir-faire sur certains produits. Et notre volonté, la stratégie d'Arkema, c'est de développer ce savoir-faire de façon beaucoup plus large pour s'adresser à beaucoup plus de marchés. Et bien sûr, du coup, ça permet à Arkema, au niveau global, d'offrir de plus en plus de matières avec des impacts carbone réduits. Et les valoriser. Et tout à fait. Et ça, effectivement, comme l'a expliqué Armand, c'est un peu à chaque nouvelle boucle que l'on crée, il y a ce challenge. Alors d'abord, être en mesure de collecter et puis de faire de ces produits que l'on reçoit. Là, c'est une chaussure. Quand on reçoit une brosse, à chaque fois, c'est une situation différente et on doit inventer à la fois le procédé et à la fois le débouché. Et aujourd'hui, à chaque fois, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle expérience. Un nouveau partenariat, et à chaque fois, il faut s'adapter, faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit. Bravo pour cette innovation, ces innovations. On a parlé du chocolat, on a parlé du vin, on parle de ces ressources qui diminuent. C'est une volonté aussi chez vous, à Arkema, de répondre à cet enjeu de raréfaction de la ressource. C'est une question qui est prégnante pour vous, Armand ? Certainement. Donc, comme je l'ai expliqué, on y travaille à la fois du point de vue de notre empreinte, c'est-à-dire de regarder les sources de matières premières, de matériaux de base naturelle ou d'origine recyclable, et aussi, surtout, quand même, on aide nos clients, nos chaînes de valeur. On est souvent de petits composants très performants dans des systèmes plus grands, mais par les propriétés qu'on donne, à la fois, par exemple, on fait des matériaux qui vont dans les batteries. Les batteries, c'est des environnements électrochimiques très difficiles, et plus on va demander aux batteries en autonomie, en charge rapide, en densité d'énergie, plus on va vouloir des matériaux performants. Donc on doit répondre à ça, mais en même temps, parce qu'on est présent dans les batteries, on est présent dans l'assemblage autour, on est particulièrement bien placé pour aider à réfléchir à ce qui est une des perspectives clés de développement de l'écosystème de batteries en Europe, aux États-Unis et pour l'avenir, qui est comment on va faire fonctionner cet élément clé de l'électrification en étant là, c'est même plus le management raisonnable des ressources, c'est juste de pouvoir le faire fonctionner à l'échelle, parce que sinon il n'y aura pas assez de ressources. Et donc commencer à faire rentrer cet éco-design et cette pensée du recyclage à la fin, c'est complètement clé, et ça fait partie de nos grandes ambitions. C'est un autre marché enthousiasmant d'Arkema. Un marché enthousiasmant et une croissance à l'international. Je me permets de vous poser la question parce que moi, je suis un peu franchouillard. Je suis toujours fier quand je vois un groupe français qui s'exporte, et c'est le cas d'Arkema, qu'on peut applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il nous reste 5 minutes. On va parler de cette croissance à l'international. C'est du côté de Singapour, c'est bien ça ? Alors en fait, on est déjà à l'international. On a un tiers de nos ventes en Amérique, un tiers de nos ventes en Europe, et l'autre tiers entre Asie et Amérique du Sud. Je le savais. Voilà. Et non, mais ce qui est important, c'est qu'on produit sur ces 3 plateformes géographiques. Et donc, pour accompagner nos clients, surtout quand on parle de partenariat avec de boucles courtes, et dans un monde où, comme vous le savez tous, les problèmes de chaîne logistique
depuis quelques années et avec des perspectives aussi dans le futur sont compliquées. Donc on sert chaque région de la région avec de la proximité. Donc ça, c'est important. Mais quand on a des objets comme ce polyamide 11, qui est vraiment unique, qu'on est les seuls à avoir, qui a ses propriétés en termes de développement durable et de performance si grands, eh bien, on essaye de monter le curseur au niveau des demandes qu'on voit de beaucoup de marchés. Donc c'est des produits que vous voyez dans vos smartphones, dans vos montres, dans vos habits, et dans des chaussures de sport, et qu'on voit dans l'environnement des bateaux. Dans nos bateaux. Et donc, on a investi, effectivement, on a une usine qui démarre en ce moment à Singapour, qui est le plus gros investissement de l'histoire d'Arkema, donc un demi-milliard d'euros, qui permet d'avoir la deuxième usine, après celle de Marseille en France. Et on espère que c'est une croissance qui se poursuivra, parce que ça, c'est vraiment un des joyaux dans la couronne du groupe en termes de performance et de développement durable. Vraiment, moi j'en suis très fier et je suis très heureux de participer à cette table ronde à vos côtés. L'union fait la force. Dernière question pour vous, Erwan Faocher. Les projets d'avenir, les étapes suivantes, peut-être avec Arkema. Alors, dès l'année prochaine, on va venir déployer cette résine sur des bateaux de plus de 50 pieds en interne. Donc ça va quand même être une sacrée prouesse. Et ensuite, on va faire une série, 2 séries, 3 séries. On va continuer à déployer. Et l'idée aussi avec Arkema, c'est de continuer justement à réduire cette empreinte carbone, à trouver les solutions pour amoindrir au maximum l'impact de nos bateaux. Et on a quelques idées derrière tout ça, mais bon, je ne vais pas tout divulguer aujourd'hui quand même. Non, il ne faut pas tout dire aujourd'hui. Karine, dernière question. Vous qui travaillez vraiment, moi je ne veux pas revenir sur le fait. Bon, passons sur notre histoire normande à tous les deux, mais voilà, si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on fait? Je suis une entreprise. On a vu ce matin avec d'autres entrepreneurs qu'on essaie de réindustrialiser notre beau pays. Est-ce que, et là aussi il y a des leviers de croissance, il faut qu'on agisse sur la RSE, on peut avoir des emprunts verts, enfin voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter? Comment est-ce qu'on peut nouer un partenariat? Expliquez-nous, voilà. Oui, c'est pas... Il vous reste 2 minutes. Non, mais c'est pas compliqué. On a un très beau site internet où vous pouvez trouver nos contacts. On est heureux de recevoir les entrepreneurs dans notre site de recherche en Normandie. Le centre d'excellence des polyamides, il est en Normandie, à côté de Bernay. On peut applaudir encore une fois. Non, mais oui. Non, c'est vrai. Vive la Normandie. C'est vrai, le centre de recherche fait face à l'usine. Donc pour les chercheurs, c'est aussi c'est un point fort parce que les produits que l'on conçoit au laboratoire, on va les faire au pilote et puis peuvent aller les suivre à l'usine. Donc ça, c'est important pour la motivation de nos équipes, mais aussi pour l'efficacité de la recherche. On va très vite être capable d'industrialiser. Et on reçoit de façon régulière, en fait, des startups, des entreprises dans notre centre de recherche. Les leaders mondiaux viennent aussi au Cerdato, c'est le nom de notre centre de recherche, pour qu'on leur présente nos solutions, qu'on les aide à sélectionner les produits qui vont leur permettre de répondre à leurs défis d'aujourd'hui. Et si on n'a pas le produit à la gamme, on est aussi capable de déclencher un projet, un peu comme Helium dans ce cas-là, mais on peut faire la même chose dans les polyamides, designer le produit qui va répondre à leurs attentes, et en ayant déjà... prenant en compte les contraintes que ce matériau, on veut qu'il soit recyclable à la fin et de pouvoir l'introduire dans nos assemblages de produits recyclés. Merci Karine Loyen. Dernier mot, Serge Darrigue, les projets d'avenir, faites-nous rêver, peut-être des partenariats qui vont être loués à l'international. Enfin, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, les partenariats qui vont être noués mais qui ne sont pas annoncés, je n'ai pas vocation à les annoncer à l'avance. Ariane Espace Non, mais les perspectives, on a discuté des batteries. La transition énergétique fait que tout ce qui est lié au changement de mode énergétique, l'électrification, cette base, c'est un pilier essentiel. On a également, à propos d'internationalisation, annoncé qu'on espère conclure avant la fin de l'année une acquisition importante en Corée pour un des polymères de plus haute performance qui existe sur la planète et qui rentre dans plein d'applications de haut niveau. Donc on est sur cette stratégie de continuer à développer des produits qui vous servent tous les jours, qui serviront, on l'espère, tous les jours à ce que nous vivions tous dans un monde plus durable et avec des joyaux, des pépites et des éléments techniques qui sont clés pour déclencher ceci. Et pour finir, je dirais, puisque le thème de la journée, c'est la fierté, je pense, je vous ai dit, l'ambition d'Arkema, des matériaux innovants pour un monde durable, je pense que c'est une fierté de nos collaborateurs aujourd'hui. C'est un élément d'attractivité pour les gens qui veulent nous rejoindre.
en tant qu'employé et en tant que partenaire, et on y est plus couvert. C'est notre vision de la façon dont on veut construire collectivement l'avenir. Et je rebondis sur un des points que vous avez mentionné, c'est le sport. Une chaussure de sport, le fait qu'on aide des athlètes à battre leurs performances, des gens à battre leurs performances tous les jours, et l'esprit d'équipe. Je vous rappelle que Arkema est le sponsor de la première division de football féminin. C'est du sport d'équipe. C'est le rôle des femmes dans la société. Et donc, dans ces dimensions, j'allais dire, de développement durable, on est très fiers. Et le sport est quelque chose qui est très prégnant dans les valeurs d'Arkema, qui est suivi par les employés, qui reflète l'esprit de cette entreprise. Et donc, on est fiers de participer au développement de notre société en tant qu'industriel. Comme vous l'avez noté, j'étais également très fier de présenter cette table ronde Technologie et partenariat pour un monde plus circulaire. Merci Armand Ajdari de chez Arkema, Karine Loyen et Erwan Faoucher.